Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Et on va parler football dans les vraies voix du sport avec déjà un petit bilan qui est pas très bon des clubs français en Ligue Europa hier soir et la 25e journée de Ligue 1 avec notamment le classique au PSG. On a le plaisir d'avoir avec nous Laurent Jaoui, rédacteur en chef de Prime Video qui va diffuser d'ailleurs le classique. Bonsoir Laurent Jaoui. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Alors on va commencer par ce triste bilan en Ligue Europa, cauchemardesque, c'est l'équipe qui le dit. C'était prévisible ou pas? Non, c'était pas prévisible parce que les résultats n'étaient pas complètement défavorables pour les clubs français à l'issue des matchs allés. En tout cas, cette somme de inconvénients qui s'enchaînent était difficilement prévisible. Il faut dissocier ce qui s'est passé à Nantes, où les Nantais, après un match aller très honorable face à la Juve, un partout, sont tombés sur une équipe bien plus forte qu'elle. Et un Di Maria en hat-trick qui volait. Mais ça, on s'en doutait. En revanche, Rennes et Monaco, c'est différent parce que Rennes avait un résultat favorable à négocier, l'a plutôt bien fait, a joué de malchance et d'absence de concentration en fin de rencontre avec un but contre son camp à l'issue de la prolongation et a perdu au tir au but. Et l'équipe était considérablement rajeunie par l'entraîneur Bruno Genesio. Mais c'est aussi ça la Coupe d'Europe. Ça permet aussi à des jeunes de s'aguerrir. Et l'autre élimination absolument pas attendue et dramatique, on en parlera plus tard pour l'indice UEFA, le coefficient, on expliquera les conséquences que ça a. C'est celle de Monaco, qui est une équipe qui marche très très bien en championnat, qui enchaîne les victoires et les prestations convaincantes, et qui là s'est en partie effondré hier soir et a également perdu à la séance de tir au but, ce qui fait qu'on se retrouve avec un eau chaud, quoi. 3 clubs éliminés en une soirée, la disparition totale des clubs français en C3, une coupe que la France n'arrive pas à maîtriser depuis des décennies maintenant, et c'est bien regrettable. Et a fait très peu de finales. La première, c'était en 78 avec Bastia. Exactement. Il n'y en a pas eu beaucoup depuis. Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu l'OM, il y a eu en 92, malheureusement, au lendemain de Furiani, il y a eu Monaco. Oui, c'était la C2, mais c'est vrai que la C2, la C3 ont été fusionnés. Ouais. Ça peut faire peur pour l'indice UEFA, parce que juste derrière, il y a le Portugal et les Pays-Bas, et eux, ils ont encore des qualifiés. Alors l'enjeu, c'est d'être 5e à l'indice UEFA, derrière les 4 grands championnats que sont, sans surprise, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre, pas forcément dans cet ordre-là d'ailleurs, parce que cette 5e place à l'indice UEFA, à partir de la saison 2024-2025 en Coupe d'Europe, offre la possibilité aux 3 premiers du championnat de France, de Ligue 1, d'être directement qualifié pour la Ligue des Champions, et au 4e de pouvoir disputer un barrage. Donc ça peut faire 4 équipes en Ligue des Champions, contre 2 assurées d'être qualifiées aujourd'hui, et une 3e qui d'ailleurs la plupart du temps se fait sortir au barrage ou en play-off. Donc cette 5e place, il faut à tout prix la maintenir, et pour la conserver, il faut laisser derrière les Néerlandais et les Portugais, qui ont encore des équipes en C1, en C3 et en C4, et qui en ont en nombre, puisqu'il y a beaucoup de clubs portugais qui sont encore qualifiés, Benfica, Porto et Sporting, et également des clubs néerlandais avec Alkmaar et Feyenoord. Et en France, il reste le Paris Saint-Germain, face au Bayern, on va dire ça, et Nice qui est tombé contre les Moldaves de Tiraspol. Donc il va falloir conserver cette 5e place, parce qu'elle est vraiment très importante en vue de la saison 2024-2025. Alors on va parler de l'actu chaude du week-end maintenant. Avant ce bilan pas très réjouissant, il faut espérer que Nice sorte Tiraspol et que le PSG aille s'imposer par 2 buts d'écart. Il faut espérer aille sortir le Bayern, ça ferait du point UEFA, et on va pas les pleurer. C'est le choc, c'est dimanche soir sur Prime Video. Marseille-Paris Saint-Germain, le premier contre le deuxième, on peut pas faire mieux. Les 2 clubs français qui ont déjà gagné une Coupe d'Europe. Est-ce que pour vous l'OM est favori, puisque ils sont sur une meilleure dynamique que le PSG en ce moment, et que 2, ils les ont battus il y a quelques jours dans le même stade en Coupe de France? Alors si on regarde les statistiques, oui, l'OM fait figure de favori sur la dynamique, sur le jeu pratiqué, sur la dernière confrontation, qui était un match fabuleux en Coupe de France, avec une intensité assez incroyable, et aussi parce que les Parisiens affichent de vraies lacunes défensives et des vrais doutes en ce moment. Ils ont gagné, on lisait à droite à gauche, miraculeusement face à Lille. Je crois pas que ça soit miraculeux. Ils ont gagné parce qu'ils ont fini par mettre de l'intensité dans la rencontre le week-end dernier, et ils l'ont emporté 4-3 sur un coup franc de Messi dans les arrêts de jeu. Mais Paris n'est pas sur une bonne dynamique. Et puis il y a un autre enjeu au-delà de la suprématie et de la rivalité entre les 2 équipes, c'est que
si vous regardez le classement, en cas de victoire, Marseille revient à 2 points du Paris Saint-Germain. Et ça, je crois qu'en termes de motivation et de levier pour Igor Tudor, c'est exceptionnel. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu une équipe marseillaise qui peut réellement talonner le Paris Saint-Germain. Ce à quoi il faut s'attendre dimanche soir, c'est déjà une ambiance de feu. Évidemment, les meilleurs joueurs de chaque côté alignés au coup d'envoi. Côté parisien, un sentiment de revanche après l'élimination en Coupe de France. Et puis côté parisien aussi, le besoin de se rassurer avant le match face au Bayern. Côté marseillais, la volonté de revenir sur les talons du Paris Saint-Germain et de montrer que cette période de disette qui a duré 12 ans et qui a été interrompue après la victoire en Coupe de France, c'était pas un épiphénomène ou un accident et que Marseille revient bien sur les talons du Paris Saint-Germain. Alors justement, on va parler d'un joueur du PSG. Est-ce que l'absence de Neymar, c'est pas de nature à fluidifier le jeu du PSG? Il y a pas mal de monde qui dit ça. Ouais, et je trouve ça un peu injuste parce que on s'aperçoit quand même que ce garçon effectue le repli défensif que les 2 autres attaquants ne font pas objectivement et ostensiblement, j'allais dire de manière ostentatoire, aussi bien Messi qu'Mbappé. Donc il s'acquitte quand même des tâches défensives. La relation Neymar-Mbappé est intéressante parce que si vous regardez précisément le match face au Bayern, il y a 2 rencontres dans la rencontre. Il y a avant Mbappé et après Mbappé. Et Neymar n'est pas le même quand Mbappé est là. Il réussit quand même à trouver des espaces, à trouver des combinaisons avec Mbappé qu'il ne réussit pas à trouver quand Mbappé n'est pas là. Donc je trouve quand même que c'est très dur de dire l'absence de Neymar est peut-être une bonne chose. Alors vous l'avez pas dit comme ça, vous l'avez dit plus finement, Philippe. Vous avez dit est-ce que ça va fluidifier le jeu du Paris Saint-Germain? C'est quand même pas l'idée. Si le PSG a conservé ses 3 stars avec tout ce que ça comporte comme évidemment financièrement impact, mais pas seulement psychologiquement, le fait de devoir les gérer, c'est aussi pour les aligner. On ne peut pas ne pas aligner ces 3 stars-là. En revanche, là où me semble-t-il, il y a peut-être une question de management pour l'entraîneur, c'est ces 3 joueurs peuvent-ils sortir en cours de jeu? Et c'est ça l'une des questions. Est-ce que Christophe Galtier peut se permettre de sa place d'entraîneur sur le banc de touche, de dire à l'un des 3, tu sors, c'est la 70e, et tu laisses la place à un autre et à un jeune. Et c'est là cette histoire d'équilibre qui, à mon avis, doit être discutée et réfléchie. Analysé. Tudor, il a ressuscité l'OM? Il a ressuscité l'OM. Lui, c'est un guerrier. C'est un type à qui rien ne fait peur. Donc, vous imaginez bien que l'ambiance hostile du Vélodrome en août dernier, ça l'a doucement fait rigoler. Oui. C'est un type qui n'a peur de rien, ni de personne, qui a une stature qui est imposant. Il est arrivé dans l'hostilité puisque son prédécesseur, Sampaoli, était adulé à Marseille. Il a réussi à mettre le peuple marseillais dans sa poche de manière très intelligente, très habile, en expliquant ce qu'il faisait. Par exemple, il a mis sur le banc une icône en la personne de Dimitri Payet, mais il a expliqué qu'il dialoguait avec lui. Payet a accepté ce choix-là. Il a l'assentiment des joueurs, il a l'accord des joueurs. On a pu penser à un moment qu'il y aurait eu un petit peu de friture sur la ligne. Et vous savez, parfois à Marseille, il y a comme ça des coups de moins bien. Il l'a bien géré. Et puis, c'est quand même une équipe qui a une intensité folle, une équipe qui joue tout le temps, qui va de l'avant, avec des joueurs dont on a l'impression qu'ils sont marseillais depuis 10 ans, alors qu'ils sont arrivés il y a quelques mois. C'est très fort. Et retourner comme ça le peuple marseillais, c'est quand même une vraie prouesse. Ça fait penser un peu à certains Marcelo Bielsa au niveau de la popularité. Bien sûr. Alors, évidemment, mais dans un registre différent. Évidemment, il intellectualise moins les choses. Il est plus sur l'impact et ce qu'on pourrait appeler une sorte de grinta, même s'il n'est pas sud-américain. Mais je crois qu'en plus, toutes ces années qu'il a passées en Italie lui ont donné une science tactique du foot qui finalement plaît bien aux Marseillais. Si on regarde les choses, Marseille gagne, tout est relancé, il y a 2 points d'écart. Est-ce que si Marseille perd, le titre est plié? Ou est-ce qu'il y a quand même Monaco en embuscade qui pourrait gagner ce week-end? C'est le derby de la Méditerranée, Monaco-Nice, Monaco qui va vouloir oublier son élimination. Est-ce que Monaco peut jouer encore le titre? Alors oui, Monaco peut jouer en tout cas les troubles faits et se mêler à la lutte pour le podium et voir un peu plus. Pour répondre à votre première question sur le fait de savoir si en cas de victoire parisienne le championnat est plié, tout dépendra de ce qui se passe en Ligue des Champions. Parce que si le Paris Saint-Germain venait à se qualifier en Ligue des Champions, il laisserait encore de l'intensité, de l'adrénaline dans les joutes européennes. Parce que là, on est quand même qu'au stade des 8e de finale. Hein. Ok, c'est le Bayern, c'est une très forte équipe, mais il reste encore beaucoup de matchs pour aller au bout. Si ça passe, on peut se taper le Real, on peut se taper... Exactement, bien sûr. Donc le truc, c'est que si Paris est sorti de la Ligue des Champions et que Paris l'emporte après-demain et compte 8 points d'avance, il devrait pouvoir gérer
même s'il lâche un peu mentalement, il devrait pouvoir gérer. En revanche, si ils ont encore la Ligue des Champions en ligne de mire, avec tout ce que ça suscite comme question, comme parfois fantasme et comme réaction irrationnelle, c'est pas complètement terminé. Vous qui diffusez le Classico, le OM PSG, quelle image ça a ailleurs dans le monde? C'est un match qu'on suit encore? Oui. Alors, c'est un match assez représentatif de ce qu'est la Ligue 1. Bon, d'abord pour le trio parisien Neymar, Mbappé, Messi, mais aussi pour l'aura, parce que Marseille a une vraie aura de par sa victoire en 93, de par les épopées, l'élimination de l'AC Milan, le côté très chaleureux méditerranéen de cette ville, de ce club et de ce stade. Donc oui, ce match-là est quand même le match dont on parle le plus à l'étranger. À un moment, il a failli être supplanté, footballistiquement parlant, par le Paris Saint-Germain-Lyon, qui pendant quelques années a été un très très bon match. Malheureusement, l'Olympique Lyonnais a un petit peu reculé dans l'impact général et au classement, pas qu'au classement, même dans la manière de jouer. Donc oui, le Marseille-Paris et le Paris-Marseille sont les deux meilleures vitrines du championnat, évidemment. Ça, c'est sûr. Il y a d'autres matchs importants ce week-end. On a parlé de Monaco-Nice. Nice, deux équipes. Alors, Monaco carburait bien en championnat avant l'accident industriel hier soir au tir au but. Nice qui va plutôt bien, qui pourrait même aller plus loin. Il faudrait quand même qu'ils sortent le shérif Tiraspol. Beau match, beau derby de la Méditerranée, de la Côte d'Azur. Ouais, avec deux équipes sur de bonnes dynamiques, si on enlève effectivement la Coupe d'Europe. Un entraîneur à Nice qui tout réussit en ce moment, le jeune Didier Digard, qui se lance dans la carrière et qui remporte tous ses matchs, qui a réussi à obtenir l'adhésion de ses joueurs quand son prédécesseur, dont il était l'adjoint, Lucien Favre, le Suisse, éprouvait des difficultés à faire passer un discours qui passait auprès des joueurs. Nice, c'est aussi des joueurs qui sont en train de montrer quel est leur vrai niveau. On pense à Schmeichel, le gardien, on pense à Ramsey, donc on pensait un peu perdu, un peu égaré. Et il faut prendre Nice au sérieux dans la mesure où cette équipe niçoise est quand même une équipe qui va compter dans les années à venir, parce que les moyens financiers sont importants. Et évidemment que Nice, plus la possibilité de terminer haut se présentera aux Niçois, plus ils auront tendance et envie d'investir. Autre derby de malheureux, derby breton, là c'est ils vont jouer avec un paquet de Kleenex. Surtout les Rennais, je pense que les Nantais ils faisaient quand même pas trop d'illusions contre la Juve. Non, il y aura peut-être un petit contre-coup affectif pour les Nantais, mais c'est sûrement le meilleur moyen de se reconnecter, de se remotiver, et pour les uns et pour les autres. Pas le temps de s'apitoyer, parce que quand on connaît la rivalité qui dépasse le cadre du football, là c'est une rivalité, vos auditeurs qui habitent dans la région ouest le savent, même de suprématie pour savoir quelle est la vraie capitale de la Bretagne. Je ne me prononcerai pas. Il est hors de question d'ouvrir cette brèche-là. Donc oui, c'est le derby débattu, mais ça peut donner des très beaux matchs. Et que ce soit à la Beaujoire ou au Roazhon Park, là c'est à la Beaujoire, c'est quand même des matchs généralement très sympas, avec beaucoup d'ambiance et beaucoup d'intensité. Merci. Avec plaisir. Beaucoup. On n'a pas eu le temps de faire tout le tour de cette journée de Ligue 1, mais qui est passionnante, qu'on peut suivre sur Prime Video. Ça commence ce soir avec Lille-Brest, dans 1h40. 1h40. Merci beaucoup Laurent Jaoui, rédacteur en chef de Prime Video. Tout de suite on va parler rugby, c'est la Pro D2 avec la Dream Team Rugby de Sud Radio. Mais tout de suite on parle de votre argent avec Stéphane Moller, conseil de famille. On se retrouve lundi dans Les Vraies Voix.